porteur d'eau qui est maître de conférence au muséum et préhistorien et qui devait donc nous présenter le collectif Not Just a Corridor. Oui, la monographie pour le coup. Voilà. Le côté monographie de la collection. Donc merci d'abord Hélène. Alors je ne sais pas, on avait un support, mais je ne sais pas si c'est moi qui le passe ou pas, puisque vous aviez... mais je l'ai, hein, au cas où. Donc c'est moi. Donc je partage, mais c'est juste visuel. Alors je vais essayer de y arriver. En tout cas, merci beaucoup Hélène, et j'espère qu'en effet ce volume et cette monographie répond aux exigences à la fois de sérieux scientifique, comme vous le disiez, croisement interdisciplinaire, croisement des recherches, et aussi iconographique, puisque en tout cas nous sommes très satisfaits. Et donc au nom de Alice Le Plongeon et Maë Goder-Goldberger, merci beaucoup. Et j'arrive pas à... Ah si, écran, c'est pas ça. Voilà, alors, donc en effet, vous m'entendez, hein? Oui, parfaitement. Et on voit... Très bien. Donc voilà, juste très rapidement, en effet, c'est une monographie que nous avons coéditée donc avec Alice et Maë, et qui est parue en novembre dernier, donc une publication qui fait suite finalement et qui reprend un petit peu les actes d'un colloque qu'on avait, d'un workshop plus exactement, qu'on avait organisé au muséum et en grande partie particulier au Musée de l'Homme en juin 2018, et qui traite finalement de la vallée du Nil et de son influence dans les mouvements de population passés, notamment au cours du dernier glaciaire. Alors la vallée du Nil se définit avant tout naturellement par ses propriétés géographiques et environnementales. Le bassin du Nil, c'est l'un des plus grands bassins du monde. Et par vallée du Nil, on désigne en général le Nil égyptien, mais le Nil principal commence plutôt à la confluence du Nil blanc et du Nil bleu, que vous voyez un petit peu au milieu, au niveau de Khartoum, au Soudan, et aussi par l'influence de l'affluent principal, l'Atbara, qui rejoint le Nil un petit peu plus au nord que Khartoum, justement. Alors par ailleurs, le Nil, il traverse le Sahara, qui est actuellement une source permanente d'eau dans cette région qui est par ailleurs désertique. Mais on a de plus en plus d'informations qui semblent indiquer que ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Par exemple, l'hydrographie naturelle du Nil avant le barrage, au sud du barrage d'Assouan, indique que si l'essentiel du flux du Nil pendant les périodes de crue est dû au Nil bleu et à l'Atbara, lors des périodes plus sèches, la majeure partie du début du Nil est due à l'apport du Nil blanc, lui. Et ce Nil blanc est connecté au lac Victoria, qui est sa principale source. Et cette connexion entre le lac Victoria et le Nil là, est relativement récente, vers 500 000 ans environ. Et donc ça montre qu'avant, avant cette période, le Nil était probablement justement un fleuve saisonnier, contrairement à maintenant. Et de même, ça a sans doute été le cas aussi pendant une grande partie du dernier glaciaire, les derniers milliers d'années, les dernières dizaines de milliers d'années, qui est donc la période sur laquelle se concentre la monographie. Et puis le bassin du Nil et la vallée du Nil, c'est pas seulement le fleuve, c'est aussi toutes les régions désertiques qui sont autour, le Sahara oriental, le désert oriental entre le Nil et la mer Rouge, les montagnes de la mer Rouge, la péninsule du Sinaï, etc., etc. Donc bref, c'est une zone particulière de ses propriétés géographiques et environnementales, et naturellement c'est une zone d'intérêt particulière en préhistoire de par sa position, justement de par cette position géographique, avec le Nil menant au seul passage terrestre entre l'Afrique et l'Eurasie via le Sinaï. Donc c'est forcément l'une des routes hors d'Afrique. Elle est considérée souvent comme telle. D'ailleurs, on peut largement argumenter que la majeure partie des recherches dans la vallée du Nil en Afrique du Nord-Est, en général, abordent de près ou de loin cette problématique d'Out of Africa, et en tout cas l'inclut.
Alors, cette vision de la vallée du Nil, en particulier comme corridor, donc justement vers la sortie, on peut aussi penser au gré justement de la pérennité, je ne sais pas si ça se dit, mais du côté permanent des sources, est-ce qu'on peut concevoir cette vallée du Nil comme un seul corridor, donc défini comme une zone de passage et de migration des populations, ou alors est-ce qu'on ne peut pas non plus avoir cette région comme plus classiquement une zone habitée tout au long de l'année, sans forcément qu'il y ait de mouvement, et à l'extrême, est-ce qu'on ne peut pas aussi considérer cette vallée du Nil comme une zone refuge environnementale pendant les grandes périodes les plus arides du dernier glaciaire? Bref, tout ça, c'est les questions qu'on pose un petit peu qui sont posées dans la monographie, qui testent donc ces hypothèses qui sont difficiles à alimenter ou à tester, en tout cas, en particulier si la région a notamment longtemps été isolée pendant le dernier glaciaire, ou au contraire, si on veut mettre en évidence des interactions entre les populations humaines de la vallée du Nil et celles des régions voisines, Afrique du Nord-Est, Afrique du Nord-Ouest, pardon, Levant ou Corne de l'Afrique. En fait, on manque beaucoup de données, et surtout on a de données chronologiques notamment, et beaucoup de différences dans la nature des sites. Les sites, on a des sites de surface avec très peu de sites en place, stratifiés, encore moins de sites datés, notamment en Afrique du Nord-Est, comparé à l'Afrique de l'Est ou l'Afrique du Nord-Ouest, notamment. Puis il y a aussi également des différences dans l'histoire des recherches en préhistoire dans chacune de ces régions qui a conduit à l'utilisation de terminologies qui sont totalement différentes et à l'application de différentes méthodes d'étude du matériel qui ont poussé longtemps, non pas à une confusion, mais à un manque de synthèse et de discussion entre les régions et même les micro-régions de la vallée du Nil et des régions avoisinantes. Donc c'est dans ce contexte qu'on avait organisé ce colloque en 2018, non pas 1900, non, histoire de mettre les choses un petit peu sur la table, ce qui n'avait finalement jamais été vraiment fait, et de faire un état des lieux des recherches dans cette région et dans cette macro-région pour faire à la fois dialoguer les différentes recherches par rapport aux régions, les différentes disciplines et les différentes générations de chercheurs qui travaillent dans la région ou qui ont pu travailler dans la région. Centré donc principalement sur une échelle de temps contrainte, à la fin du Pléistocène, plutôt contemporain et post-Out of Africa du dernier tel qu'on le connaît, et qui ont longtemps été peu finalement appréhendés par les recherches. Alors ce colloque, c'était 3 jours, en juin 2018, au Musée de l'Homme, financé par différentes sources, Wenner-Gren, Heiner, etc. Je fais vite, il faut que j'aille vite, et qui incluait naturellement des présentations un peu conventionnelles, mais surtout des espaces de discussion avec, je ne sais pas si on peut le voir sur les photos, mais vraiment différentes générations. Et ça, c'était vraiment palpitant. De discuter avec les anciens, entre guillemets, et puis la nouvelle génération des petits jeunes qui vont sur le terrain. Bref, aussi au Musée de l'Homme, c'est un travail sur les collections de manière collective, puisque le muséum est dépositaire d'un certain nombre de collections de toute la région. Ce qui a poussé donc finalement à publier un petit peu toutes les discussions qu'on avait pu avoir pendant ce workshop, grâce donc aux publications scientifiques du muséum et à cette nouvelle collection. Merci. En anglais, en plus, qui plus est. Donc on a opté pour un système naturellement où tous les chapitres et même tous les articles ont été peer-reviewés, plus nous qui reprenons un petit peu au niveau des éditeurs. On avait un peu peur des délais, mais ça s'est plutôt bien passé. Merci aussi à vous, puisque 2018 publié en 2020, c'est assez raisonnable, en plus avec la pandémie. Un grand merci
à toutes les éditrices, et en particulier à Marie-Pierre qui nous suivait particulièrement sur cet ouvrage, et l'aide graphique aussi d'Albéric. Juste, il se décompose en deux grandes parties, une qui va traiter de la vallée du Nil stricto sensu, et une partie 2 qui traite des régions voisines. La partie 1 va remettre en contexte, notamment le contexte environnemental, avec quelques synthèses, à la fois sur la vallée du Nil, mais sur les zones désertiques, et quatre chapitres ou 4 articles quatre chapitres, oui, qui font le bilan des connaissances sur le registre archéologique de cette période, sur la vallée du Nil égyptienne d'ailleurs, et soudanaise. Et une partie 2 donc, qui visait plutôt à intégrer cette première partie consacrée à la vallée du Nil dans une perspective géographique beaucoup plus large, ce qui n'avait jamais aussi été fait globalement, puisqu'on discute rarement des influences Est-Ouest, Sud-Nord, et de montrer les différentes approches, les problèmes, les aspects archéologiques et chronologiques qui pointent notamment l'inégalité des données archéo, etc., etc. Je vais vite, les différences entre le Levant, de l'Est au Levant jusqu'à l'Ouest dans le Maghreb, et du Sud de la Corne de l'Afrique au Nord. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Il est magnifique, c'est un des principales choses, donc encore bravo. Et à la limite, une petite critique, mais qui n'est pas du tout contre vous, qui est plutôt contre nous. On avait de belles idées de faire dialoguer, etc., etc. Et finalement, c'est pas facile de faire dialoguer et de faire des synthèses. Donc on se retrouve même dans le livre avec des choses qui sont pas totalement cloisonnées, mais un petit peu. Mais en tout cas, on espère que ça participera justement à ouvrir et à être un petit jalon, voilà, synthétique sur tout ça. Voilà, merci encore, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, David. Donc,